C'est un très bon chapitre qu'on a cette semaine et je vais tenter de vous expliquer pourquoi, parce que c'est un chapitre qui me rappelle un petit peu les origines de One Piece. Quand je dis les origines, je parle des moments qui m'ont le plus impressionné, qui m'ont le plus séduit, qui ont fait de moi un lecteur aujourd'hui. Et ça tourne essentiellement autour de Marineford, comme beaucoup d'entre vous. Et ce que j'aimais chez Marineford, à l'époque où je l'ai lu, malheureusement je ne l'ai pas relu, et je devrais peut-être le relire. Je devrais relire One Piece, mais j'avais commencé les One Pieceologies, ça n'avait pas eu vraiment beaucoup de succès, je relis pas mal d'œuvres, mais je devrais vraiment me remettre dans One Piece pour éviter de faire des erreurs, notamment sur les prononciations, les mots, etc. Mais aussi parce qu'il y avait vraiment des choses intéressantes dans la première partie, et ce chapitre, il me rappelle ça. Il est condensé, il y a énormément de choses dedans, énormément de personnages, d'actions, mais je le trouve beaucoup moins fouillis que le chapitre de la semaine dernière, et notamment la double page avec Kid qui annonce son attaque, il forme son attaque, il attaque, mais en fait Shanks il voit que c'est le futur, son équipage lui dit que c'est le futur, donc Shanks il dit attention puisque c'est le futur je vais me permettre de me taper à fond, et la page d'après il met le coup, une page qui est assez bordélique, après voilà, elle vient, je la prends, je vais pas crier sur Oda, c'est un maître, je ne sais à peine dessiner, je me permettrai jamais de dire quoi que ce soit au niveau du dessin, mais force est de constater que cette semaine je sens que c'est un peu mieux maîtrisé, en tout cas c'est plus à mon goût. Le fait est qu'on ait les différents personnages de la marine qui nous montrent les techniques, mais que ces techniques finalement soient utiles pour enfermer l'intégralité des pirates de l'île de la Ruche au milieu de la place et laisser une ouverture pour que Garp, descendant du ciel, frappe du haki divin la populace de cette ruche qui porte préjudice à qui, vous le savez, à son protégé Kobe. J'ai trouvé ça assez bien fait, ça m'a rappelé un petit peu Marineford avec les différentes stratégies. Souvenez-vous, le Moby Dick caché qui sort de l'eau, puis la marine qui enferme les pirates, Aokiji qui gèle directement la mer pour que Akainu envoie ses météorites de coups de poing. Il y avait un côté Kingdom, et on sait qu'ils sont très proches les deux, je sais pas si vous lisez Kingdom, en tout cas les deux œuvres sont très proches, notamment au niveau de la mort d'un certain personnage dans Kingdom, je vais pas spoiler mais il y a un personnage qui meurt debout, comme Barbe Blanche. Oda avait à ce moment-là une certaine élégance, un certain talent pour nous présenter une guerre, avec des personnages qui s'affrontent et des fruits du démon, etc. Ça, il sait toujours le faire. Mais aussi de la stratégie et de la populace qui subit un petit peu la puissance de ceux qui ont réussi à manger un fruit du démon. Et c'est ce que j'ai retrouvé directement dans ce chapitre. Déjà la ruche, si on parle juste de la ruche, son côté un peu pirate, un peu chacun pour soi, un peu pirate tel qu'on le connaît dans l'imaginaire européen. Sur des îles, au trésor, sales, des dents en moins, qui veulent une prime, Kobe, tout ça, ça m'a rappelé un petit peu Pirates des Caraïbes, ça m'a rappelé un petit peu cet univers que des fois on peut perdre dans One Piece quand on est sur l'île du Dr Vegapunk. Il y a beaucoup de références au Japon, au futur, au Gundam, à ce que tu veux, mais un peu moins à la piraterie. Pour Onigashima, c'est la même chose, c'était le Japon féodal, c'était un petit peu moins la piraterie. Moi, j'aime bien retourner quand même sur une ambiance un petit peu pirate qu'on avait, mine de rien, à Marineford, sur ce débarquement-là de navires corsaires qui viennent. Tous moches, on va faire la guerre, on va attaquer un petit peu le QG de la marine pour récupérer Ace, avec quelque chose de très épique, de très fantassin, excuse-moi. Et là, je le retrouve directement dans ce chapitre. Et ça, c'est intéressant. En plus, il commence avec Kobe, c'est une petite histoire qui commence. Kobe qui s'évade, on sait qu'il a été aidé par Perona, désolé si j'ai dit Peroni la semaine dernière, on va très certainement revoir Gecko Moria, on comprend pourquoi elle est là, on a vu Gecko Moria avant, en une case, on comprend en fait le pourquoi du comment de Kobe s'est échappé. On a en plus un petit flashback où on comprend pourquoi Barbe Noire l'a enlevé. C'est vrai qu'on avait quelques doutes par rapport à Rocky Port. Je me suis dit peut-être qu'ils avaient des acuités, peut-être qu'il y avait une alliance un peu cachée. En tout cas, un respect mutuel et réciproque entre les deux. Ça aurait été ironique, quelque part, que le premier rival de Luffy, j'entends rival de la marine, Kobe, et de la sympathie et de l'amitié pour ce cher Barbe Noire, ça aurait été drôle. Barbe Noire qui est l'antagonisme, ça aurait été sympa, mais Oda n'a pas décidé de développer l'histoire par là, ça reste un antagoniste, ça reste une histoire de confrontation, et Barbe Noire le voulait tout simplement pour faire de l'île de la Ruche un royaume, et ainsi devenir roi. Dans ma dernière vidéo, je me suis dit, par rapport aux stratégies réussies de Barbe Noire jusqu'ici, je le voyais vouloir atteindre le but de roi des pirates, ou d'avoir le One Piece, je le voyais pas vouloir devenir le roi d'un pays. Mais c'est peut-être une petite boutade comme Barbe Noire, il a essayé de négocier avec la marine un bateau.
un navire. Pourtant, c'est pas sa stratégie principale, mais c'était qu'une étape, c'était un peu drôle, il a pas réussi, etc. Barbe Noire est aussi beaucoup caractérisé par ses échecs, il l'est par ses réussites et ses grandes stratégies qui ont souvent touché au but et qui ont réussi. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Mais ça peut également être le cas. Oda le fait souvent tourner en bourrique. Hein, souvent, il n'arrive pas, il tombe par terre, il se prend des coups. Voilà, il veut un vaisseau de la marine, il y a Akainu dessus, il fuit. Chose qu'on n'imaginerait pas d'un antagonisme normalement. Et c'est cette petite touche un peu catastrophique qui nous fait aussi aimer le personnage de Barbe Noire. Donc, pas de soucis jusqu'à là. Nonobstant, la partie qui m'a quand même fait réfléchir, et ça je dois vous l'avouer, c'est le descriptif du Sword par Aokiji, qui explique bien que ce sont des marines qui ont démissionné, et là normalement Barbe Noire il devrait tiquer en disant mais attends, mais toi t'as affronté Akainu, t'as quelque part démissionné puisque tu as quitté la marine et t'as ensuite rejoint la piraterie. On dirait que c'est cousu de fil blanc que tu serais un Sword toi aussi, c'est ce qu'aurait dû se dire Barbe Noire. Très certainement qu'il est au courant et qu'il a une contre-attaque, Barbe Noire. C'est pas non plus le dernier des abrutis. Rappelons-nous qu'il a réuni pas mal de pirates qui se trouvaient à Impel Down, lieu insaisissable pour les pirates de One Piece. Donc, très certainement qu'il a également une idée derrière la tête, mais voilà, que Aokiji lui dit ah tiens, il a dit Sword, ah non, Barbe Noire, faut que je t'explique. Il aurait pu ne rien dire. Il aurait pu ne rien dire, mais peut-être que ça aurait desservi la marine. Il fait peut-être ça aussi pour protéger la marine, genre Barbe Noire, ça ne sert à rien de faire ça, le petit n'a aucune valeur commerciale, mais dans ce cas-là, tu mettrais aussi Kobe en danger. Je suis curieux de savoir, même si, grosso modo, on sait que ou Aokiji bosse pour les Sword ou pour les révolutionnaires. Moi, je planche pour les révolutionnaires. Un révolutionnaire qui a infiltré la marine, voyant que celle-ci était moins une menace que le Barbe Noire et son équipage naissant, a décidé de changer de cap, ou alors voyant que dans la marine il y avait les Swords et que les Swords étaient capables de renverser la marine de l'intérieur, il a décidé d'aller voir une autre faction ennemie ou qui serait sur la route des révolutionnaires, parce que Barbe Noire il suit quand même les révolutionnaires, rappelez-vous, après Dressrosa. Burgess a essayé de trouver l'emplacement des révolutionnaires, donc voilà. Les révolutionnaires se faisant attaquer, ils se sont dit bah tiens on va envoyer un des nôtres dedans, et qui est le mieux que Aokiji pour aller la base, ce serait pas mal, surtout qu'Aokiji il a plus ou moins protégé Robin. Ça sent le teutré, ça sent le révolutionnaire, mais dans le bon sens du terme. Ça sent l'agent double, on va pas dire le traître, ça sent l'agent double, voilà ce que j'en dis. Donc ça aussi intéressant. L'énoncé des pouvoirs des pirates de Barbe Noire était relativement bien fait, je trouve. J'ai un faible pour la forme de Pizarro, en forme d'île, avec sa tête qui peut pousser un peu partout. Je souligne que le Freedwolf a bien le fruit de la dépression, ils avaient dit dans les chapitres, mais il peut faire grandir son corps, c'est pour ça qu'il a une taille démesurée, mais ça me rassure, dans son combat contre les Mugiwara, il va donc pouvoir avoir une taille normale, ou quasi normale, ce qui a un petit peu aidé, parce que je vois pas qui peut l'affronter avec cette taille-là, quoi. À part Chopper, et son Rumble. S'il en bouffe 4 ou 10 là, qui se transforme en géant, il y aura peut-être un combat intéressant à ce niveau-là. Sinon, il pourra reprendre une taille normale. Shiryu, son charisme habituel. On connaissait déjà son fruit du démon. Et l'autre, il y a l'autre alcoolique qui peut voler sur de la tease. On voit que chacun, dans cet équipage un peu clairsemé au niveau des valeurs, craint quand même les directives de Teach. Attaque pas Rocky Port, détruis pas la ville, fais gaffe à ce que Kobe ne se sauve pas. On sent que voilà, il y a quand même un capitaine derrière. Il y avait moins cette relation, j'avais l'impression avant qu'ils le suivaient un petit peu par opportunisme, mais parce que Barbe Noire leur avait dit bah venez avec moi, j'ai fait un truc de ouf. Je vais pécho le fruit du démon à Barbe Blanche et je vais foutre la merde dans le monde, donc venez me suivre. Là on sent qu'ils le respectent un peu plus, et je trouve ça sympa. C'est un beau rappel aux Rocks, finalement, où il y avait un équipage un peu décousu. D'ailleurs même ceux qui sont en bas expliquent et disent qu'une fois que Kobe s'est évadé et qu'il est un petit peu dans leur quartier, ils en font ce qu'ils veulent. Libre à eux de le livrer à la Cross Guild. Je pense que la Cross Guild va le débarquer. J'aimerais bien que la Cross Guild débarque, pour être honnête. Cross Guild qui est peut-être un équipage encore moins soudé que celui de Barbe Noire ou que celui que fut les Rocks. Parce que, voilà, ils ont même pas un nom de piraterie établi, ils ont même pas un capitaine établi. C'est vraiment une association, la Cross Guild. C'est une guilde, c'est un groupe, c'est pas un équipage.
Je vais pas définir la différence entre un groupe et un équipage, ou une guilde et un équipage, mais tu sens que c'est pas la même soudure qui les lie, quelque part, qui les soude. Hein. Appelons cela comme cela. Quid de la Cross Guild qui se fasse absorber finalement par l'équipage de Barbenoir, parce que comme ils sont pas soudés, s'ils tombent sur un chef encore plus charismatique ou avec une vision peut-être plus intéressante pour leurs intérêts, ils pourraient directement se liguer avec Barbenoir. Et Barbenoir, capitaine de Mihawk, Crocodile, Baggy, Doflamingo s'ils vont le chercher en tôle, ça donnera un peu plus de crédit à Barbenoir qui doit être normalement l'antagonisme final, mais qui doit faire face en tant que tel à Garp et la marine, à Dragon the Revolutioner, à Sabo s'il est encore vivant, et à Luffy qui est devenu empereur, et Shanks qui est son maître. Il a beaucoup trop d'ennemis Barbenoir, donc ça serait intéressant qu'il soit rejoint par la Cross Guild pour la suite de l'aventure. Histoire d'avoir des mano-mano. On pourrait avoir peut-être même un échange de coups entre Mihawk et Shiryu. Je trouverais ça intéressant. Pour ma part. Voilà ce chapitre qui a l'effet d'une petite Madeleine de Proust, hein, de qualité. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, si tu aimes des mecs qui citent Madeleine de Proust en pleine review One Piece, eh ben tu peux le faire. Parce que ma review, elle est ouf, elle est géniale. Elle te fait rappeler des petites sensations, des petits Marineford. Elle ne parle pas uniquement de puissance, Amiral vs Yonkou, même si c'est important, Et puis le coup final de Garp, je pense, rien à dire, hein, tu l'as vu. Galaxy Impact, très joliment fait. Mais c'est la stratégie qui ramène au Galaxy Impact qui, à mes yeux, est aussi, voire plus intéressante que le coup en lui-même, et que ces éclairs de haki qui montrent que ouais, Garp maîtrise le haki. Garp, rival de Gold Roger, encore vivant. Il faut le souligner. Et content qu'on ait un marine un peu qui puisse faire quelque chose. Quoi qu'il fasse, qui puisse faire quelque chose. Je prends. Voilou, les amigos. Hasta bueno, hasta la mañana. Review Jujutsu Kaisen un peu plus tard dans la soirée. Après le boulot. Et voilou. Bisous. Ciao.